Je range mon bureau numéro 121 et il faut que je me méfie parce que avant-hier, lundi 31 mars, j'ai enregistré une vidéo et j'ai dépassé un petit peu les 30 minutes. Ça a continué à tourner, j'avais le retour, c'est aussi pour ça que je suis content d'utiliser ce vieux caméscope qui a 18 ans. Alors ça se ressent sans doute au niveau de l'image, mais je trouve que le son est pas mal, donc c'est pour ça que ça me simplifie beaucoup la vie, c'est un peu lo-fi, ça génère des fichiers qui sont moins lourds aussi, enfin bon bref, c'est assez simple, j'ai pas besoin de faire de montage. J'ai pas besoin de faire de montage si je dépasse pas 30 minutes. Donc là aujourd'hui je vais me tenir en dessous de 30 minutes et j'ai déjà gaspillé bêtement 40 secondes, c'est pas grave. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, du lo-fi, du caméscope, du temps, oui juste pour dire qu'il faut pas que je dépasse 30 minutes. Alors, une des choses que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je me suis aperçu qu'il y a un déséquilibre croissant dans mes vidéos récentes entre les textes en anglais et les autres. Ça veut dire qu'en fait, il y a très peu maintenant de textes en anglais. Je lis assez peu en anglais ces temps-ci. J'ai lu quelques textes avec la liseuse et puis surtout, je lis des articles. Voilà, ce que je lis beaucoup en ce moment, c'est à cause de mon projet de recherche, mais c'est aussi à cause d'un certain nombre de projets liés à mes projets de traduction ou de travail autour des questions de traduction. En fait, je lis beaucoup de littérature de langue française contemporaine, d'essais en langue française, et puis aussi de textes traduits en français. Donc c'est un peu étrange peut-être. Et justement, puisqu'on parle de ça, un livre que j'ai fini de lire hier, c'est la traduction de A Sketch of the Past de Virginia Woolf par Fanny Quément, dont je vous ai déjà parlé, dont j'aurai peut-être le temps de vous reparler avant la fin des 30 minutes fatidiques, on ne sait pas, parce que Fanny Quément, elle a aussi publié, si j'ai pas le temps d'en parler, eh bien au moins je l'aurais montré, oula, il y a tout qui va tomber, alors un roman, un livre, un texte, je crois que le plus simple c'est de parler d'un texte, Juice Kazagant, aux éditions Quartet. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais voilà, mais je veux vous parler rapidement de cette traduction de Sketch of the Past. Alors c'est extrêmement intéressant parce que comme toujours dans les traductions que Fanny fait pour la collection Rivage Poche, elle propose une préface très brève. Alors parfois c'est une postface d'ailleurs il me semble, mais ici c'est une préface très brève, très brève mais très synthétique, dans laquelle elle explique en fait le contexte du livre qu'elle traduit, en l'occurrence de ce texte qui est un texte inachevé de Virginia Woolf, un texte de la toute fin, écrit au début de la Seconde Guerre mondiale, dans un grand moment d'ailleurs d'angoisse et d'incertitude politique et historique. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette traduction de Sketch of the Past, c'est qu'il y a eu une première traduction, mais que, publiée en 1985, je vais y arriver, traduite par Colette Marie Huet en 1986, à partir d'une édition remaniée par rapport à la version originale retrouvée par Tricky Persons, l'exécutrice testamentaire de Virginia Woolf. Bref, donc c'est pour dire que le texte que traduit ici Fanny Quément, c'est la première version. Donc c'est une retraduction, mais c'est une traduction d'un autre état du texte de Virginia Woolf. Alors je ne vais pas parler de Sketch of the Past, qui est un texte fondamental dans la poétique woolfienne, et d'autres le feraient nettement mieux que moi, et d'ailleurs Fanny Quément le fait nettement mieux que moi dans sa préface. Mais ce que je voulais dire, c'est en fait je voulais parler un peu justement de traduction, car je ne suis délibérément pas allé relire Sketch of the Past, c'est une lecture qui remonte à il y a assez longtemps pour moi, mais en lisant, ça m'a intéressé parce que, par exemple, je vais isoler deux phrases qui sont à deux moments radicalement différents. L'une qui est au tout début du livre, c'était à la page 23 dans la traduction, donc dans l'édition Rivage Poche qui vient de paraître, la traduction de Fanny Quément, et je lis cette phrase-là, donc prise au cœur d'un texte traduit de l'anglais en français. Quand je pense aussi au petit matin dans le lit de St. Ives, j'entends aussi le cri des freux qui fondaient vers la grève. Et quand on lit ça, c'est une très belle phrase en français en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir avec quoi je compare. Je vais tout de suite la citer. Où est-ce que c'est? Évidemment, j'ai corné plusieurs pages et je ne vais pas retrouver la bonne.
c'est quand elle parle de Stella. Alors oui, c'est le portrait de Stella. Voilà, c'est là. À la page 90. Je ne recontextualise pas parce qu'il faudrait, pour vraiment donner tout son sens à cette phrase, lire ce qui précède, mais justement j'isole délibérément une autre phrase, page 90. Elle, donc Stella, hein, sa demi-sœur, elle me faisait toujours penser à ces grandes fleurs blanches, ombelles de cerfeuil ou de sureau, que l'on voit dans les prés au mois de juin. Alors il y a également une attention extrêmement forte au rythme et aux sonorités qui très probablement tente de restituer quelque chose du texte anglais. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est que quand on lit, enfin moi en tout cas quand je lis, peut-être que je ne devrais pas généraliser, mais quand je lis ce texte français de Fanny Quément traduisant Virginia Woolf, quand on lit une phrase comme celle sur les freux, là, je ne sais plus ce que c'était, quand je pense au petit matin dans le lit de Saint Ives, j'entends aussi le cri des freux qui fondaient vers la grève. Ce qui compte, c'est vraiment la matérialité de la langue, c'est-à-dire la forme, et on se dit, en fait, c'est une très belle phrase en français. Et on est tenté presque d'y voir, voilà, le texte français de Fanny Quément, peu importe l'original anglais. Et puis quand on lit, quand on est pris dans un portrait, c'est-à-dire dans quelque chose qui a un référent nettement plus marqué, nettement plus identifiable, ça veut dire qu'au moment où moi je lis ce portrait de Stella, je suis en train de lire le portrait qu'une personne réelle, puisque ça n'est pas un texte de fiction, fait d'une personne de sa famille, de quelqu'un de très proche d'elle, qui a compté dans son enfance évidemment, morte très jeune, hein, Stella, juste après son mariage. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au moment où je lis cette phrase, je lis Virginia Woolf totalement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça veut dire qu'au moment où je lis cette phrase, elle me faisait toujours penser à ces grandes fleurs blanches, ombelles de cerfeuil ou de sureau que l'on voit dans les prés au mois de juin. Je suis en train de me dire, hein, quoi? Enfin moi en tout cas c'est vraiment ma réaction, c'est-à-dire comment est-ce qu'un être humain peut faire penser à des ombelles de cerfeuil ou de sureau? Et là je suis en train de me dire, la vision très particulière de Virginia Woolf, l'imaginaire très particulier de Virginia Woolf se donne à lire ici. Et finalement, les mots, en l'occurrence en français, dans lesquels cette idée-là est portée, passent au second plan. Donc c'était une manière de dire que quand on lit une traduction, c'est ce genre de choses qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans cette espèce de superposition jamais figée entre le sous-texte évidemment original et puis la traduction. Bon, je le dis très maladroitement, mais j'espère au moins que je vous signale cette traduction et je vous donne envie, pour les personnes qui ne connaissent pas A Sketch of the Past, c'est vraiment un texte très important et cette traduction est un bon point d'entrée dedans. Alors, puisque j'ai dit que je ne parlais pas assez de texte anglais, mais je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà quelques temps, pas loin de 2 mois, le tout nouveau roman de Nnedi Okorafor, la grande écrivaine romancière Nige-American, américano-nigériane. Je ne sais pas comment on dit Nige-American, on dit Nige-American, c'est-à-dire c'est la diaspora nigériane aux États-Unis. Et les Nigérians américains, je suppose, bon, peu importe. Et en fait, j'en ai pas parlé, alors que j'ai dû faire 2 ou 3 vidéos depuis, ou au moins 2 vidéos, je range mon bureau depuis que je l'ai lu, parce qu'en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup déçu. Alors, c'est un livre qui a été très hypé, si je peux me permettre l'expression, il a été beaucoup hypé par Okorafor elle-même, mais c'est vrai qu'elle avait commencé à en parler il y a déjà pas loin de 2 ans, en annonçant qu'elle avait signé un contrat, il me semble, pour $1 million, ça me paraît toujours inimaginable, mais enfin, je crois que c'était ça, ou en tout cas plus d'$1 million, les fameux contrats à 7 chiffres, 7-digit contracts, ou 6-0 contracts, enfin je ne sais plus comment on dit, mais enfin c'est dans un monde qui est pour moi totalement inimaginable, on va dire, unrelatable. Et donc ça fait pas loin de 2 ans qu'elle avait annoncé qu'elle avait signé pour un roman qui allait finalement casser la baraque, qui allait vraiment renouveler, révolutionner complètement le roman, et qui s'appelait à l'époque The African Futurist. Et c'était le titre qui était donné. Alors je ne reviens pas sur toute la fixation conceptuelle entièrement justifiée et légitime aux demandes de Nnedi Okorafor sur l'African Futurism et sur le fait qu'elle livre une bataille permanente
contre les journalistes, les critiques, les commentateurs de réseaux sociaux, etc., qui parlent d'afrofuturisme à propos de ses livres, puisqu'elle dit j'ai forgé un concept, j'ai développé un concept qui est l'African Futurism, l'african-futurisme, ou le futurisme africain, et il y a également l'African Jujuism, qui relève plus évidemment de la question du réalisme magique, même si là encore elle utilise ce concept pour rejeter le terme plus eurocentré selon elle de réalisme magique, donc tout ça se discute. Je ne reviens pas sur tout ça, mais le titre de travail, en quelque sorte, c'était The African Futurist. Et puis il a été changé pour Death of the Author, avec une espèce de niveau de nappage conceptuel et littéraire encore supérieur, puisque ça renvoie à l'essai fondamental, évidemment, de Roland Barthes. Il y a la référence à Roland Barthes explicitement dans le texte. Ça veut dire que, en fait, cette espèce de clin d'œil ironique ou cette espèce de mode d'entrée dans le roman, il est à la fois justifié et puis un petit peu déconstruit parce que c'est un texte très postmoderne par Okorafor elle-même. Bref, ça faisait 2 ans, là il a fini par sortir en janvier, alors il y avait des Happy Few qui avaient eu des Advance Copies il y a 6 mois déjà, donc il y a 4 mois, elle se représentait sur les réseaux sociaux en train de signer des centaines d'exemplaires de The Death of the Author, et puis nous tous évidemment les pauvres poucs, on était là à se dire c'est dommage, on va encore attendre des mois, mais enfin on survit, on peut très bien survivre pendant 6 mois avant de lire un nouveau livre de Nnedi Okorafor. Mais enfin voilà, il y avait un côté quand même extrêmement attendu. Et puis voilà, si on regarde la couverture, The Future of Storytelling is Here, avec des blobs quand même absolument dithyrambiques, notamment de George R.R. Martin. Alors c'est très amusant parce que Nnedi Okorafor, elle est sans arrêt en train de se défendre de références à des créateurs dans le domaine du surnaturel ou du fantastique ou de la fantasy non africaine, et en même temps, bon, évidemment, elle est très très contente d'avoir des blurbs, des endorsements, des cautions intellectuelles de George R.R. Martin, qui dit, je cite quand même le blurb de George R.R. Martin, Her best work yet, Death of the Author, reads like 3 novels in one, or maybe 4 about fame and family, culture and change, the power of story, the writer's life, and robots. This one has it all. Et moi, j'ai lu le livre en étant très intéressé. Alors il faut bien dire, Nnedi Okorafor, il y a plusieurs livres d'elle que je trouve extrêmement importants. Ophia's Death, la trilogie Binti, dans un genre très, très spécifique, est un texte vraiment très important. Et puis bien sûr Lagoon, dont je rebats les oreilles à tout le monde et que j'ai enseigné très souvent. Et Lagoon, qui n'est pas traduit en français, est vraiment un livre pour le coup qui has it all. Et donc moi je suis arrivé à la lecture de Death of the Author en attendant un peu une sorte de nouveau Lagoon, ou même de livre qui allait vraiment surpasser la totalité des textes précédents de Okorafor. Et j'ai été, vous vous en doutez, je ne l'ai pas encore dit, ça fait 3 minutes et demie que je parle et que je fais ce suspens, mais vous vous y attendez, je pense, j'ai été extraordinairement, et je pèse les mots, parce qu'on est évidemment dans l'hyperbole d'Okorafor elle-même, et dans l'extraordinaire même qui est au cœur du livre, j'ai été extraordinairement déçu par ce livre, qui a été traduit d'ailleurs presque simultanément en français, il est sorti en français, et je vois pareil des posts dithyrambiques sur la mort de l'auteur, d'autant qu'en plus j'ai jeté un œil, pour tout dire, via Google Books, c'est pas bien, aux 2 premiers chapitres, et c'est pas extraordinairement bien traduit. Bon ça c'est encore autre chose, peu importe. Donc Death of the Author, c'est un livre qui fait 430 pages, et qui est trop long. C'est un livre qui est trop long. Quand George R.R. Martin dit « This one has it all », et il a tout en excès, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas réellement su ce qu'elle voulait faire de ce livre-là. Elle a voulu effectivement mettre un très grand nombre de choses différentes dans ce livre-là. C'est, moi je trouve, principalement un récit qui cherche à interroger la question du validisme, et donc le principal point d'entrée, à mon avis, dans le livre, ça n'est pas la diaspora, ça n'est pas le futurisme, ça n'est pas la question de la conquête spatiale ou des nouveaux voyages dans l'espace, j'y reviendrai, mais c'est le fait que le personnage principal, la protagoniste, est quelqu'un qui est handicapé suite à un accident, et qui est un accident survenu dans son enfance, et qui est en fauteuil, et qui en fait va devenir une
romancière à succès, qui écrit un livre, Rusted Robots, qui devient instantanément un succès de librairie absolument phénoménal, et qui en fait est contactée par une entreprise qui fabrique je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs dans le livre, j'ai pas du tout ouvert le livre depuis 2 mois que je l'ai lu, mais elle se fait poser des prothèses, mais c'est pas vraiment des prothèses, hein, c'est en quelque sorte le futur de la prothèse, c'est des trucs complètement hallucinants, qu'elle met des jours et des jours et des jours à s'entraîner pour les pratiquer, mais qui véritablement deviennent une sorte d'extension d'elle-même, une partie d'elle-même. Je ne rentre pas dans le détail. Donc il y a aussi toute cette question sur le transhumain, c'est-à-dire sur l'humain augmenté, et tout ça est très intelligent, c'est-à-dire qu'Okorafor c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a réfléchi beaucoup sur toutes ces questions-là, sur les questions de science, sur les questions d'humain augmenté, de transhumanité, de rapport au corps, le lien entre le transhumain et le validisme, enfin tout ça c'est présent, mais en fait, ce qui est extrêmement, et ce qui moi m'a vraiment retenu, il y a vraiment 2 points. Quels sont les 2 reproches majeurs que je fais à ce livre d'Okorafor et qui font que pour moi il est décevant au sein du corpus d'Okorafor. Le premier reproche, et là il faudrait vraiment reprendre dans le détail, et là je ne vais pas le faire, mais si à un moment donné ça part en polémique à partir de cette vidéo, mais j'en doute, parce que très sincèrement, il y a rarement la moindre réaction à ces vidéos, c'est que l'écriture est peu tenue. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été très surpris de voir qu'en fait, ce texte avait passé 18 mois à faire des allers-retours avec des editors, des copy editors, des agents littéraires, etc. Okorafor a énormément mis en scène toute cette période de réécriture, de reprise, de copy editing et tout ça, parce que très sincèrement, c'est souvent, ça donne vraiment l'impression d'avoir été beaucoup écrit au fil de la plume et de recourir à beaucoup de gimmicks d'écriture. Et donc, Okorafor sait écrire, elle écrit bien, on va dire, avec une vraie subtilité dans l'utilisation des points de vue, dans l'ironie, mais c'est très souvent un petit peu relâché. Ça, c'est vraiment le premier grand reproche. Le deuxième reproche principal que je fais, c'est que c'est une fiction extrêmement, extrêmement peu sceptique en termes politiques. Je vais le dire autrement, c'est un texte totalement capitaliste. C'est-à-dire c'est un texte qui est entièrement de droite, qui est entièrement du côté du technosolutionnisme. Donc le changement climatique est à peine abordé, mais en fait finalement tous les protagonistes qui appartiennent à une famille nigériane, hein, donc ça raconte l'histoire d'une famille qui est relativement similaire à la famille de Neji Okorafor, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont... alors il y a une partie de la famille qui est d'origine Igbo et l'autre partie qui est d'origine Yoruba, mais ce sont des Niger Americans, et tous ces gens ont magnifiquement réussi, donc ça veut dire que la protagoniste a des frères et des sœurs qui sont tous directeurs de clinique, chefs de clinique, voilà, qui ont tous des jobs extrêmement rémunérateurs et à la fois extrêmement satisfaisants d'un point de vue personnel et intellectuel. Bon, ces gens sont pétés de thunes. En fait, ils ont beaucoup d'argent et ça n'est absolument jamais problématisé. C'est-à-dire les inégalités sociales, les inégalités financières, le fait que les discriminations liées au genre, liées à la race et liées à la situation économique se rejoignent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a l'outil de l'intersectionnalité qui permet de les penser. Tout ça n'existe pas. Et en fait, donc le livre est quand même tout à fait sidérant de ce point de vue-là, parce que c'est l'histoire, c'est une histoire qui raconte la vie des 2% les plus riches ou des 3% les plus riches. Bon, il se trouve que ces personnes sont racisées, sont des Niger Americans, ils appartiennent à la diaspora, mais enfin globalement, ils sont pétés de thunes, ils bénéficient de tout ce qu'il y a de meilleur dans l'économie et la société américaine à partir du moment où on a de l'argent, et end of story, on ne se pose plus de questions. Un des aspects absolument, j'allais dire quasiment délirant de cela, c'est qu'il y a un personnage qui est une sorte de Elon Musk, mais de Elon Musk positif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un multimilliardaire. Alors, c'est un peu Bill Gates, un peu Elon Musk. Elle s'est débrouillée Okorafor pour mixer plusieurs choses. Mais enfin, grosso modo, c'est quelqu'un qui est un multimilliardaire. J'ai dit millionnaire, hein, parce que j'ai eu mal avec ça. C'est un multimilliardaire, mais qui met tout son argent et toutes ses ressources et toute son énergie au service de causes qui sont des causes progressistes.
Et c'est ça qui est d'ailleurs terrible, c'est qu'Okorafor, elle écrit un roman qui est complètement de droite, qui est complètement conservateur, qui est totalement technosolutionniste, etc., en étant totalement convaincue d'être woke d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça elle n'est pas la seule d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Et donc ce personnage, en fait, il est multimilliardaire et il va financer. Alors, là où je dis qu'il y a un rapport avec Elon Musk, c'est que c'est notamment quelqu'un qui développe tout un programme spatial, et donc il écrit, voilà, il fait fabriquer des fusées, il organise des voyages dans l'espace, donc c'est dans un futur proche que ça se passe, et mais tout ça étant, mais en même temps il finance un certain nombre de fondations contre des discriminations, etc. Donc grosso modo, là encore, le message du roman, c'est, eh bien, finalement, les multimilliardaires, en soi, ça ne pose aucun problème. Il suffirait que les multimilliardaires soient des personnes qui partagent leur argent et qui luttent contre les discriminations. Sauf que c'est une analyse complètement superficielle et complètement aveugle. Pour le coup, j'utilise une terminologie validiste, je m'en excuse. C'est une lecture qui invisibilise totalement le fait que la possibilité même qu'il y ait des multimilliardaires vient d'une structure inégalitaire et discriminatoire. Et donc ça, pour Okorafor, circuler, il n'y a rien à voir. Elle ne sait même pas que ça existe, ou elle prétend que ça n'existe pas. Donc voilà, il y a tout ça qui est quand même extrêmement dérangeant dans ce livre. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai été très déçu par Death of the Author. J'avais corné plein de pages, parce que c'est quand même un objet d'étude pour moi, et que sans doute j'y reviendrai. Mais bon, voilà, je vais manquer de temps, donc je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous lire, enfin si je vous en ai parlé, ça fait 12 minutes, ou je ne sais pas combien, ou 13 minutes que je vous en parle, mais je ne vais pas vous lire d'extrait, peut-être qu'on y reviendra. Death of the Author. Et je poursuis avec quelques livres, parce que l'idée c'est quand même aussi de faire descendre la pile, même si je suis limité à 30 minutes, un livre que j'ai lu il y a un bon moment déjà, alors là, rien à voir, hein, on change complètement de période. La Châtelaine de Vergy, c'est un roman du Moyen-Âge, c'est un roman en vers très court du Moyen-Âge, que j'avais acheté, je crois, au Bibliovore, hein, et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. De temps en temps, j'aime bien lire des textes médiévaux aussi. Celui-là, il est donc c'est chez Folio, c'est une édition de Jean Dufournet et Liliane Dulac, je cite les spécialistes, sans lesquels nous n'aurions pas le texte et sans lesquels surtout nous n'aurions pas la traduction dans un français plus lisible. Mais voilà, il y a la version, donc c'est en bilingue, gauche-droite, hein, ancien français et français moderne, mais ça se lit très très bien, et c'est très agréable, et en plus il y a toute une seconde partie du livre qui donne le texte d'une nouvelle qui reprend en fait toute l'histoire de la Châtelaine de Vergy dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Donc c'était agréable, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai lu ça, c'était l'année dernière en octobre ou quelque chose comme ça. Voilà, la Châtelaine de Vergy, un roman bien entendu anonyme du Moyen-Âge, qui a servi aussi évidemment d'influence ou d'inspiration, entre autres, à Marguerite de Navarre. Et lire, je veux quand même finir. Alors peut-être que je vais finir là-dessus, je ne sais pas, peut-être qu'il me restera un peu de temps pour parler d'un autre livre. Je veux parler aussi d'un recueil de poèmes de Patricia Ouefa-Grange, Métis et alors, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste, collection L'Iconopop ou l'inverse, je ne sais jamais. En quelle année? En 2023, voilà. Et c'est donc Métis et alors, je crois que le titre dit un petit peu, révèle un petit peu quelle est la ligne, quelle est la ligne directrice presque, quel est le thème récurrent du recueil. Je lis rapidement la 4e de couverture, après je vous lirai 2 textes différents. Enfant, la petite Patricia entrevoit la complexité de son arbre généalogique. Son métissage vient de loin, de la colonisation française au Bénin et des terres volcaniques du Cap-Vert. En grandissant, elle interroge sa famille. Les ramifications se précisent, sa peau caramel se charge d'histoire. Métisse en France, métisse au Bénin, l'autrice attire notre regard sur celles et ceux qu'on surnomme les bâtards, les sangs mêlés. Et c'est le fait que je lise ça aujourd'hui résonne un petit peu avec une espèce de discussion complètement délirante, là encore, ou malheureusement très très banale, que j'ai eue ce matin sur Facebook avec quelqu'un qui
qui répondait à un commentaire que j'avais fait pour critiquer l'utilisation du terme mulâtre. C'est quand même Actes Sud qui vend un roman sur le Chevalier de Saint-Georges en appelant le Chevalier de Saint-Georges le beau mulâtre, ce qui est quand même... Enfin voilà, alors je le dis juste rapidement, la personne avec qui j'ai essayé d'échanger, qui a fini par me dire « Oh, je n'ai pas le temps de lire ce que vous écrivez, vous vous trompez », bon, ok. Mais moi, je vous le dis, le terme mulâtre, c'est un terme qui provient, oui, de l'histoire de l'esclavage. C'est un mot qui a été inventé par les propriétaires d'esclaves, par les esclavagistes, mulatto en espagnol. Et c'est un terme qui était... Déjà, c'est le mulet, donc ça veut dire que ça animalisait les esclaves, et c'est un terme qui était utilisé pour désigner les enfants que les propriétaires d'esclaves blancs avaient eus en les violant avec leurs esclaves, avec certaines de leurs esclaves, de leurs femmes esclaves noires, africaines. Donc c'est un terme qui est animalisant, c'est un terme qui est infériorisant, et c'est un terme qui est étroitement lié à la structure même de l'esclavage de masse et de la traite transatlantique. Donc on ne peut pas utiliser ce terme de mulâtre comme ça, comme si c'était pas un terme extrêmement chargé. Et donc racialement, c'est un terme raciste, hein, voilà, pour le dire autrement. Donc voilà, donc je fais juste cette parenthèse. Et donc... Patricia Oueffa-Grange, donc elle va dire métisser alors, ça veut dire qu'elle va adopter le terme et puis elle va le déconstruire, elle va le critiquer, mais elle va surtout en faire poème, une sorte d'autobio-poème, dont je vous lis 2 extraits. Un poème, alors je crois que les pages ne sont pas numérotées, donc je vous lis, donc je les ai marqués autrement, avec un ticket de carte bleue, je crois, qui m'a servi de marque-page, ça arrive. Je vous lis un poème qui se situe vers la fin, et puis ensuite je remonterai vers le début, vous verrez pourquoi. Je ne suis pas moitié africaine, moitié européenne, je ne suis pas moitié béninoise, un quart française et un quart capverdienne. Je ne suis pas la recette mesurée du fantasme d'un joli métissage. Arrêtez de me mettre en morceaux, sur la table à disséquer, au scalpel de concepts étroits. Je ne suis pas un degré de mélanine sur le nuancier du colorisme. Je ne suis pas moitié-moitié, je ne suis pas ni, je n'ai pas le cul entre 2 chaises. Je ne suis que... Et là je ne sais même pas comment le lire, je ne sais pas comment Patricia Oueffa-Grange le lit quand elle fait des lectures. Elle a fait beaucoup de lectures récemment à l'occasion du Printemps des Poètes, je ne sais pas si on le voit, mais voilà, il y a l'esperluette. Je ne suis que et, je ne suis que trait d'union. Je suis un être entier, bien assise dans mon identité. Est-ce que c'est ça que je voulais lire? Oui. Oui, celui-là aussi, j'aurais pu. Non, mais c'est bien, celui-là, il est bien. Je me suis présenté à l'entrée de mon bois sacré. J'ai avancé insécure vers la forêt obscure où pousse généalogie. Je lui ai tendu malassure. Mes questions écorchures bruissant originologie. J'ai entendu la sylve tonner dans ma voix. Toi là, colle-nous la paix. Ne viens pas chercher piment dans notre bouche, quitte-la, va là-bas chez les Labassiens. Alors je suis reparti avec ma bouche et ma ravalée de mots, sourde aux paroles qui remontaient et chuchotaient dans les branchages. 7 fois j'ai tourné autour de l'arbre de l'oubli. J'ai refoulé loin là-bas, loin, l'AGN, non, l'ADN, tapis dans les replis de ma mémoire congénitale. Et je me suis empêché de me souvenir. 3 fois j'ai tourné autour de l'arbre du retour. Des âmes ont frôlé mes épaules, et dans la forêt, j'ai ramassé les branches tombées de mon arbre généalogique. Ce sont 2 doubles pages, je vais le dire comme ça, parce que le livre est structuré d'une manière extrêmement visuelle, il y a une vraie combinatoire, une vraie structure. Donc, je ne veux pas dire 2 poèmes, voilà, c'est 2 doubles pages que je vous ai lues, plutôt vers la fin, plutôt vers le début, de Métisser alors de Patricia Oueffa-Grange. Et donc, je n'ai pas le temps de vous parler des autres livres que j'avais sortis, donc ça sera pour la prochaine fois. Mais il y avait notamment donc Juz Kazagant de Fanny Quément, mais on aura l'occasion d'en reparler. À bientôt.